C'est bien le vendredi et c'est le 1er avril de l'année 2022. 1er avril, mois de la piété, mois saint, mois du partage et du jeûne, avril, mois de la repentance, chrétiens et musulmans, ensemble pour implorer le Tout-Puissant. Avril, mois de vérité pour le football ivoirien, on espère tout va s'accélérer. Assemblée générale, campagne enfin, élection, rituel anormal. Pour le football ivoirien, l'attente est grande, vivement quand ce grand mois débute une nouvelle ère pour le foot ivoirien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Bienvenue au premier numéro de Vérité des Sports en ce mois d'avril. Bienvenue à VDS. Et qu'est-ce qu'il est au menu de ce VDS version actualité? Dernière décision de la FIFA du côté de Doha. Dao Gabala en poste reste jusqu'à la CAN 2023. On en parle. Dao Gabala jusqu'à la CAN 2023. On en parle du football. Tirage au sort, Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Sénégal, le Ghana, le Cameroun dans des groupes difficiles. La Tunisie défie la France. Les détails dans ce VDS version actualité et puis du football sur le continent. La SEC joue sa qualification. La SEC joue la qualification au Maroc. Tout sauf la défaite face au RS Berkane. Quelle a SEC pour réussir la mission? On en parle dans ce VDS avec un spécialiste du club jaune et noir. VDS, ça sera aussi les différents championnats. Début de la deuxième phase de la Ligue 2. En Ligue 1, le choc des mal classés Sol FC, c'est Okorogo Afad à Zida Bengoro. On parlera aussi de moto, de Maracana, de CNO avec la candidature officielle du président Bamba Cheikh Daniel. VDS, premier numéro du mois d'avril. Micro-présentation Brice Kwasi. Collaboration Adoué qui est bien en place. Technique, c'est la fête de Yo de Gafolo. Je dois le demander. Bonsoir, Chalio. Bonsoir, Brice. Heureux de vous retrouver. Salut tout le monde et bienvenue. Et débutons avec les vrombissements de la moto le week-end à venir, le week-end prochain à Miyagi. Le championnat national le 9 et 10 avril, donc du côté de Miyagi. Les préparatifs avancent bien, nous dit-on. Les détails avec le président de la Fédération ivoirienne de moto, Soumaoro Mamadou. Nous organisons Miyagi le 9 et le 10. On fait une compétition de moto, motocross. Et à Boisseau, on fait une compétition de SSV. On fait les deux en même temps. Tout s'est fait sous l'édit de la Fédération motocycliste de Côte d'Ivoire. Donc déjà, les choses s'arrangent à Miyagi parce que le terrain a été tracé, c'est fini. On a un terrain de 1,7 km. Il y a déjà une cinquantaine d'inscrits localement à Miyagi. Et nous aurons les villes de Boaké, nous aurons les villes de Gayoua, je pense qu'on aura aussi San Pedro. Chacun va venir, donc ce serait une très belle compétition et ce que nous demandons, c'est à la population de Miyagi de venir découvrir parce que c'est une grande première. Merci à monsieur le maire qui a donné vraiment son parrainage pour la compétition ainsi qu'au député l'honorable Netro qui a pris la présidence. Donc vraiment tout se passe bien. Nous avons déjà envoyé une invitation à tous les chefs de service. On souhaite qu'ils viennent avec leurs collègues pour voir la compétition. On a invité aussi tous les groupements, la jeunesse, les femmes, les groupements ethniques. Vraiment, on a invité toutes les forces sociales de Miyagi. Donc, nous attendons cette date pour le faire. Et puis, qu'est-ce qui est prévu pour ce spectacle de moto du côté de Miyagi? Réponse avec le président Soumaoro Mamadou. Ce qui est prévu, c'est-à-dire qu'on fera une parade dans la ville. Deuxièmement, on fera des jeux. C'est-à-dire ceux qui vont venir cette fois-ci, on va compter les spectateurs. Nous sommes en train de faire des bracelets qui seront numérotés. Et ces bracelets, ceux qui vont venir chaque fois, on va leur faire attacher les bracelets et on va donner les numéros. On peut vous dire par exemple que le numéro 50 gagne temps, le numéro 100 gagne temps. Bon, il y aura un petit jeu dessus. Autour de ça, pour une attraction, il y aura un jeu dessus. Et puis on va permettre quand même à la population de Miyagi, les commerçants de se mettre tout autour du terrain pour qu'il y ait l'animation. Et puis bon, s'il y a des artistes ou bien des danses traditionnelles mais folkloriques, c'est pour agrémenter vraiment la manifestation sportive. Miyagi, c'est pour rehausser l'image de Miyagi. Parce que Miyagi, c'est une ville qui bouge bien, mais on ne connaît pas bien Miyagi. C'est pour que demain, si les décideurs ou bien la population veut parler de Miyagi, elle sait de quoi elle parle. Parce que toute la potentialité de Miyagi vont sortir. Rendez-vous le 9 et 10 avril du côté de Miyagi pour vibrer avec les motos. Désordre dans le milieu de la boxe thaï en Côte d'Ivoire, le président de la fédération Atubela clarifie tout. Introduit donc sous nos tropiques dans les années 90, le Muay Thai, art martial d'origine thaïlandaise, est plongé depuis ces 3 dernières années dans une crise. Et 2 camps se battent pour le contrôle de son leadership. D'un côté, un groupe qui utilise la boxe thaï qui a pour but lucratif, quand l'autre opte pour la promotion, la tradition. En un mot, faire connaître cette discipline face à cette situation qui ternit l'image de ce sport. Le président Atubela a animé une conférence de presse, c'était hier jeudi, pour donner sa part de vérité sur les raisons de la discorde entre ce groupe et le bureau fédéral actuel, suivant les explications du président Atubela. Cette crise a éclaté concrètement en 2020 parce qu'en 2019, ils ont fait un voyage sans mon autorisation et ils n'ont pas pu rentrer en Thaïlande. Trouver quelqu'un pour les payer les voyages. Son retour, j'ai fait une réunion pour les signifier ça. Parce que quand ils ont eu des difficultés, ils m'ont appelé.
J'ai dit, mais je ne vous ai pas dit de partir, je vous ai dit d'attendre les visas. Donc, voilà comment les choses sont planifiées. Déjà, ils nourrissaient ce... En 2020, on a fait l'AG. Je dis, vu cela, il faut commencer à mettre de l'ordre parce que les gens ne connaissent plus les repères. Ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre. C'est là que j'ai parlé de restructuration. J'ai demandé à certains, vous dites que vous êtes champion de ceci. Bon, Oli, personnellement, je lui ai écrit une lettre, j'ai le courrier, pour lui dire, mais attends, fais attention à ce que tu fais. Parce que tu sais qu'il y a une fédération, tu sais que je connais tout. Et puis tu te lances comme ça, tu dis tu es ceci, tu es cela. Mais on va me poser la question un jour. Je serai obligé de dire qui tu es. Ça sera dommage, mais... Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Il y en a, on démissionne, il y en a, on ne démissionne pas, mais ils ne nous arrangent pas. Il dit qu'on n'a pas de titre. Vous voyez, entre autres. Et puis, soucieux du meilleur devenir de cette discipline en Côte d'Ivoire, puis une sortie de crise, on dira favorable, le président Atubela prône la voie de la discussion. Nous avons approché tous ceux qui sont en face pour leur expliquer que le Muay Thai est un. Le Muay Thai, c'est une famille, qu'on doit rester unis, que l'union fait la force. Il n'y a pas beaucoup de clubs pour être divisés. Ça nous fragilise. On leur a expliqué cela, mais apparemment, ils sont dans une logique lucrative. Dans ce cas-là, c'est difficile. Parce que la motivation première, c'est de gagner de l'argent. Donc, ça n'a pas abouti. Je crois que c'est ça qui continue. Les spectacles qu'ils font, vous voyez le coût, l'entrée, c'est ce côté spectaculaire du Muay Thai sur lequel ils sont le plus concentrés. Nous, on est concentrés sur le côté de faire connaître le Muay Thai à la population ivoirienne. Donc, c'est deux visions qui s'opposent. Il y a des gens qui nous ont demandé même de faire des plaintes sur tout ça, mais on ne va pas rentrer dans ce procédé-là. Je pense qu'ils vont revenir à la sagesse. Et puis, la maison Boss Thai va fonctionner normalement. Il y a une situation, il y a une crise. Quelle est la position du ministère vis-à-vis de cette situation? Et bon, j'aurai une de réponse avec le président Atubela. On a eu une rencontre avec le directeur de la vie fédérale la semaine dernière, avec les groupes. M. Durand, le directeur de la vie fédérale, a expliqué certaines choses. C'est-à-dire que la manière de procéder n'était pas bonne. Vous êtes dans une fédération, vous existez, vous avez émargé, vous avez fait les statuts, et puis vous allez faire quelque chose de parallèle. Pourquoi? Parallèle parce que nous, on a notre processus qui n'est pas achevé au niveau de la DGAT. Donc eux sont dans la fédération, ils le savent. Donc eux ont achevé leur processus sans les faire des parallèles. On leur a dit, mais ce n'est pas sérieux, on ne procède pas comme ça. Parce que vous-même, vous êtes dans la fédération que vous ne voulez pas reconnaître. On a des copies. Monsieur le Président, ils m'écrivent tous ces gens. Donc vous reconnaissez. Donc c'est comme si vous nous voyez vous-même selon les tests. Et le ministère a précisé qu'il ne peut pas avoir deux fédérations pour la même discipline. Donc on leur a même conseillé de revenir au sein de la FIMDA s'ils ont des choses à contester. Sinon, il y a une seule fédération de Muay Thai en Côte d'Ivoire, c'est la FIMDA. Il n'y en a pas deux. Et le ministère a dit que c'est cette fédération qui est au ministère des Sports. Vous savez, cette fédération, elle travaille, que c'est cette fédération qui participe à toutes les activités du ministère des Sports. Soulignons aussi que depuis son introduction en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, la fédération de Muay Thai compte 18 clubs pour plus de 500 licenciés. Et bientôt les élections, la présidente du comité national olympique Côte d'Ivoire, c'est désormais officiel. L'ancien président de la fédération de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, Maître Bamba Cheikh Daniel, a affiché son intention de briguer le poste de la présidence du comité national olympique Côte d'Ivoire depuis prévu le 30 avril prochain, dans seulement un mois. Il a fait cette annonce jeudi au cours d'un point de presse. Donc hier, cette occasion fut pour le vice-président du World Taekwondo de rendre un hommage au président sortant du CNO, le général Lassana Palanfo, qui a décidé, lui, de ne pas remplir après 2 décennies de gouvernance. On écoute Maître Bamba Cheikh Daniel parlant du général Lassana Palanfo. Mes pensées vont d'abord vers l'immense, notre mentor à nous tous au niveau des sports olympiques, au niveau du sport ivoirien, en un seul mot, le président actuel du comité national olympique de Côte d'Ivoire, le général Lassana Palanfo, qui avec le père fondateur du comité national olympique de Côte d'Ivoire, son excellence l'ambassadeur Girandou Ndiaye, dont il a pris la succession, a pu pendant plus de 2 décennies conduire notre comité national olympique, au point même qu'il a eu à assumer d'autres fonctions en tant que président de l'association des comités nationaux olympiques africains. Aujourd'hui, il est passé à l'immortalité en tant que membre honoraire à vie du comité international olympique. Je voudrais le saluer avec déférence et, par la même occasion, saluer tout son engagement pour la promotion du sport ivoirien, son sacerdoce vécu
et avec déférence saluer sa décision de ne pas entrer en compétition pour la présidence du Comité national olympique pour sa propre succession. Et puis Bamba Cheikh Daniel également, donc candidat déclaré pour le CNO Côte d'Ivoire. Et décline ici, bien sûr, cette candidature de Bamba Cheikh Daniel est soutenue par 19 fédérations olympiques réunies au sein d'un collectif baptisé Réinventer l'olympisme ivoirien. Les précisions de M. Bamba Cheikh Daniel. Je suis donc venu vous informer l'opinion nationale et internationale que je me porte candidat à sa succession. Je me porte candidat à sa succession suscité en cela par le collectif des présidents des fédérations des sports olympiques dénommé Réinventer l'olympisme ivoirien et qui compte pour le moment 19 fédérations. Et manifestement, dont le nombre va s'accroître au fur et à mesure que nous allons parler avec les autres présidents des fédérations qui, ma foi, attendent que nous les recevions. Après 6 mois d'attente pour éviter que ma candidature soit interprétée comme une candidature ou de défiance, j'ai attendu. Et je viens aujourd'hui solennellement vous annoncer que je me porte candidat. Premier candidat déclaré. Quelle vision pour l'olympisme ivoirien? Réponse de Bamba Cheikh Daniel. Ma candidature est une candidature que j'inscris sous le signe du partage. Mon histoire sportive que vous connaissez, depuis ma tendre enfance, depuis l'université où j'ai créé la session taekwondo de la Université Club, avoir été vice-président du grand maître Hassan Zrignon pendant plusieurs années, avoir conçu un document pour la promotion du taekwondo en Côte d'Ivoire, devenu président, j'ai inscrit au fronton de ma campagne une médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. Le taekwondo, considéré comme tant d'autres sports, comme sport mineur, vous savez ce qu'il est devenu sous ma présidence. Et nous avons pu obtenir la première médaille d'or, toutes disciplines confondues, de l'Afrique de l'Ouest, et 2 médailles de bronze. Ce partage, je le veux avec mes pairs, présidents des fédérations olympiques, pour ensemble réfléchir comment les fondamentaux, les puissants fondamentaux installés par feu Girondou Ndiaye, paix à son âme, par le Gérard Lansana Palinfo, soit capitalisés, fructifient pour que nous allions de plus en plus vers des sommets. Ce partage, je le vois comme créant au sein du CNO que j'entends diriger un creuset de convergence d'idées, d'échanges avec les deux fédérations pour bâtir un projet olympique raisonnable, crédible, bancable, pour que la Côte d'Ivoire, dans sa diplomatie sportive, puisse davantage utiliser le sport comme fanion. Rappelons que pour cette annonce de candidature, le président Bamba Cheikh Daniel avait à ses côtés Akondé François, président de la Fédération de pentathlon moderne, porte-parole du collectif d'ailleurs, 19 fédérations sportives, Ouattara Fétigué du basket et Doumbia Amadou du taekwondo étaient également présents. Je suis allé demander, c'est annoncé déjà, Bamba Cheikh Daniel, on s'était pressenti, on le sentait depuis un moment cette candidature tout de même est légitime. Bamba Cheikh Daniel, ex-président du taekwondo, qui veut être désormais le patron de l'olympisme ivoirien. Oui, mais je pense qu'il a la légitimité et de briguer ce poste. On sait très bien on sait où il a mis le taekwondo ivoirien, à quel niveau il a mis le taekwondo ivoirien. On sait ce qu'il a fait pour cette discipline-là. Et je pense que, honnêtement, c'est un candidat légitime et il a la légitimité de briguer ce poste-là. Maintenant, c'est une élection. On attend de voir les probables adversaires. On sait maintenant. Un consensus autour de Bamba Cheikh aussi, c'est pas à écarter également. Oui. Sinon, concernant M. Bamba Cheikh Daniel, je pense qu'il a la légitimité et la légalité avec lui pour briguer ce poste. En tout cas, pour les médailles olympiques, on le sait, celui qui a envoyé la première médaille d'or en Côte d'Ivoire et on attend de voir ce qui se passera. Je rappelle, l'élection, c'est le 30 avril prochain. Messieurs, on va parler du Maracana avec les grands débuts du championnat national Trocapeur et tout Abidjan ce week-end avec les derniers qualifiés d'Abidjan. Nous sommes avec le responsable des compétitions. Sanogo, bonsoir. Bonsoir, mon frère Brice Kwasi. Heureux de vous retrouver pour parler de Maracana, notre passion commune, on va le dire ainsi. Retour évidemment à Abidjan ce week-end, mais bien avant Abidjan, il y a eu des compétitions, des matchs, le championnat, des journées à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous faire le point des journées disputées à l'intérieur, on va dire le week-end dernier? Ok, donc nous avons déjà commencé le 12 mars à Abidjan. Le 20 mars, nous avons connu notre premier qualifié qui est Banco 2, avec 21 points goal average plus 12 à Abidjan. Et nous étions à l'intérieur du pays, comme tu le dis, chez frère, à Man et à Lakota,
où à Lakota, c'est Renaissance Maracana Club de Gagnoa qui s'est qualifié pour la phase finale avec 18 points, goal average plus 3. Et à Mans, du côté de Mans, c'est le Sumac de Borotou avec 20 points, goal average plus 19 qui s'est qualifié pour les phases finales des 4 et 5 juin prochains à Bangourou. Justement, donc Banco 2, premier qualifié d'Abidjan, Renaissance de Gagnoa et puis Sumac de Borotou. Dites-nous, est-ce que ces compétitions à l'intérieur ont drainé du monde? Est-ce qu'il y a un engouement certain? Bien sûr, il y a un engouement certain. Le Maracana, comme on le dit, c'est pratique à tous les âges. Et c'est des gestes techniques très prisés. Les spectateurs aiment le beau spectacle. Mais venez demain au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon, où 15 équipes vont s'affronter demain et 10 équipes le dimanche. Nous aurons des beaux gestes et tout le monde y aura pour son compte. Donc le public est cordialement invité. Et nous avions du public à l'intérieur du pays. Vous parlez de 25 clubs, 15 équipes samedi, 10 équipes dimanche, 10 clubs dimanche. Ça sera quoi au menu? Le programme sera quoi tout au long de la journée de demain samedi du côté de Jesse Jackson? Du côté de Jesse Jackson, demain et après-demain, ce sont les derniers matchs éliminatoires de la zone Abidjan. Nous allons connaître le dénouement des poules D, E, F, B et C. J'ai dit dans l'ordre parce qu'en fait, D, E, F, ce sera le demain et B, C, ce sera le dimanche. Et nous avons les ténors qui sont en compétition. Il y a Banco, il y a le 16e qui est un des ténors du Maracana qui est actuellement en ballottage favorable parce qu'il a fini deuxième de sa poule derrière Banco 2. Et demain, le week-end, nous connaîtrons les derniers qualifiés d'Abidjan. Donc, les meilleurs deuxièmes seront connus aussi. À top départ, demain 8h. Votre message et l'appel à tous les Maracani du côté pour faire le déplacement du côté de Yopougon dès demain matin très tôt. Demain matin, très tôt à Yopougon, à partir de 9h, démarrage de la compétition. Nous souhaitons que tout le public vienne, qu'on fasse la fête au niveau du Maracana ensemble, sur les deux terrains. Et que le vainqueur soit le Maracana, comme on le dit toujours, à travers la convivialité, la fraternité et l'amitié. Vous êtes tous invités. Allez, donc rendez-vous demain du côté du Jesse Jackson. Merci Sanogo. Et puis on aura les échos, les résultats de cette journée pour les derniers qualifiés de la zone d'Abidjan dans ce championnat Trocapeur de Maracana. Merci. Merci bien, cher frère. Merci. On va parler dans quelques instants de football. Je rappelle qu'on parlera longuement du tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a des affiches et des poules, on dirait des poules vraiment difficiles. Tirage au sort pas trop intéressant pour les Africains. Mais sur le terrain, on verra si les Africains peuvent évidemment égaler. Et comme l'a dit Samuel Eto'o, cette année, c'est pas d'aller juste participer, c'est d'aller le plus loin possible pour pas arriver en demi-finale pour la première fois de l'histoire du côté des Africains pour parler de cette Coupe du Monde. Et puis cette information qui vient juste de tomber, dernière info donc qui vient juste de tomber du côté de Doha au Qatar, changement de dernière minute décidé il y a quelques minutes. Je l'ai dit à Doha au Qatar, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a décidé du maintien du Connor FIF jusqu'à la fin de la CAN 2023. Donc, Dame Dao Gabala, la présidente de la FIF, jusqu'en 2023, reste la patronne du football ivoirien. Les élections à la FIF auront lieu juste après la CAN 2023. Donc, il faut être encore plus patient. On va parler de football sur le continent. Je suis allé demander le football sur le continent au niveau des clubs, les coupes africaines, la coupe de la Confédération, ça nous intéresse. La SEC, dernier représentant africain. La SEC joue sa qualification ce dimanche face au Maroc, au RS Berkane. Objectif pour la SEC, prendre un point ou gagner. La SEC est premier de sa poule à une journée de la fin avec 9 points. RS Berkane à 7 points. Simba est derrière 7 points. Et puis l'US Niger à 5 points. Aucune des équipes n'est encore éliminée dans cette poule-là. Poule assez serrée. Et puis la SEC qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un leader. Donc la SEC se déplace en leader à Berkane. Il faut au moins un point. J'espère que les jeunes noirs iront arracher le point, au moins le point du match nul pour se qualifier. Parce que quand tu regardes la SEC en déplacement... N'a plus aucun point. N'a plus aucun point. Lors de la première journée, ils ont perdu... Face au Simba. En Tanzanie, 3-1 face au Simba. Ils ont perdu lors de la troisième journée à Niamey face à l'Union sportive de la gendarmerie du Niger, 2-0. Ils ont perdu tous les matchs en déplacement. Donc, c'est ce qui inquiète. Et puis, ils prennent l'eau. Ils prennent l'eau. À Tanzanie, ils ont pris 3. Au Niger, ils ont pris 2. 5 buts encaissés en 2 matchs en déplacement.
C'est un peu inquiétant tout de même. C'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que la SEC ne sait pas voyager. Maintenant, ça reste un match de football. Ils sont à 90 minutes d'un grand bonheur. À eux maintenant de se sublimer, pourquoi pas. Un peu à l'image du Cameroun. Hein. Aller arracher ce point du match nul là-bas. Face à une équipe de RS Berkane vraiment difficile à manœuvrer à domicile. Assema, notre confrère de Super Sport qui connaît bien cette équipe de la SEC. Assema, bonsoir. Bonsoir Brice. Dites-nous un peu dans quel état d'esprit, vous qui avez vu dernièrement les joueurs de la SEC Mimosa, vous qui avez échangé avec les acteurs de la SEC Mimosa, ils sont dans quel état d'esprit? Et puis, est-ce que la SEC, qu'est-ce qu'on doit craindre au niveau de la SEC Mimosa dans ce déplacement, on dira périlleux même du côté du Maroc? Brice, après avoir échangé un peu avec le coach, avec certains joueurs, je peux vous dire que les joueurs de la SEC sont déterminés. C'est une équipe conquérante qui a débarqué depuis jeudi très tôt le matin au Maroc. Je pense que les garçons sont conscients de ce qui les attend. Ils savent qu'ils ne sont plus qu'à 90 minutes de la qualification pour le quart de finale. Maintenant, est-ce qu'ils seront en mesure de relever le défi? Parce que comme Choly l'a dit tout à l'heure, cette année particulièrement, la SEC ne peut pas voyager. Déjà même en Ligue des Champions, ils avaient gagné à Abidjan ici, le CL Belouizdad, 3-1. Ils sont allés prendre l'eau en Algérie. En phase de poule, ils ont perdu en Tanzanie, 3-0. Ils ont perdu au Niger, 3-1. Je pense que ça sera un peu difficile, ça sera un peu compliqué. Mais sait-on jamais, avec le sursaut d'orgueil, avec la détermination avec laquelle les joueurs sont partis, je pense que on peut espérer avoir ce petit match nul-là pour accéder en quart de finale. Est-ce que c'est le match, on peut dire, le match attendu par Julien Chevalier, où les actionnaires doivent voir quand même la capacité tactique, on va le dire, de l'entraîneur de la SEC Mimosa? Bien sûr, si ce match-là, je pense que Julien Chevalier joue sa crédibilité, joue sa compétence sur le banc de touche de la SEC, parce que il a montré un peu ses défaillances, mais je pense que si ce match, c'est à lui de pouvoir concocter un bon plan pour pouvoir tenir tête à cette équipe de Berkane qui n'est pas un foudre de guerre cette saison. C'est bien cette équipe qui marque beaucoup, mais c'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup cette saison. Et on l'a vu, ils ont pris 3-0 face à la SEC au Bénin. Même à domicile, face au Niger, ils ont encaissé 2 buts. Hein? Ouais, au Niger, ils ont encaissé 2 buts. C'est une équipe qui encaisse beaucoup. Certes, elle marque beaucoup, mais elle n'a pas une bonne défense. C'est à la tête de savoir exploiter ça pour pouvoir faire un bon résultat. Mais je pense aussi que, comme tu l'as dit, ce qu'il faut craindre aussi aujourd'hui, moi, je pense que c'est au niveau de l'arbitrage et au niveau de la programmation du match. Normalement, ce match devait se jouer à la même heure que le match de Simba, à 16h. Je ne sais pourquoi ils ont déplacé le match de la SEC à 19h, comme quoi il y a la rupture du gène au Maroc. Mais je pense que c'est pas normal, puisque les 4 équipes peuvent encore se qualifier dans cette poule-là. Ça devait se jouer soit à 18h, à la même heure, 18h. On coupe aussi le gène également du côté de Tanzanie. Justement, je vais leur demander, en parlant d'un peu, on connaît le football du Maghreb, on sait lorsqu'ils ont le dos au mur, on sait comment ils jouent les matchs à domicile. Là encore, le RS Berkane, c'est l'équipe du président de la fédération. Oui, absolument. C'est donc, je te dis qu'il faut faire très attention. C'est une équipe, quand tu regardes même la première journée, ils ont étrié l'Union sportive de la gendarmerie du Niger 5-3 à domicile. Ah, ça veut dire 3 buts quand même marqués par les gars du Niger. Hein? Du Niger. Donc, ils ont marqué 5 buts, les Marocains. Et puis, à la 3e journée, ils ont battu Simba 2-0. C'est-à-dire qu'à domicile, ils sont à 2 victoires, 7 buts inscrits, 3 encaissés. Donc, il faut faire attention à cette équipe-là qui marque beaucoup à domicile. Mais, comme je le dis, c'est le football. Tout est possible. La SEC connaît la chanson. Ils connaissent le parfum de la Coupe d'Afrique. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils débarquent en leader. Donc là, c'est un match tactique. Un match qu'il faut bien gérer. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas vraiment craquer. Il faut être concentré et puis arracher la qualification pour les quarts de finale. Dernière question, Simon, avant de parler du championnat de Côte d'Ivoire. Simon, on reste avec vous. Les nouvelles, on entend des bruits concernant Konaté Karim. Il a annoncé en Chine, sous d'autres cieux. Qu'en est-il à suite du voyage et concernant un éventuel contrat de Konaté Karim? Est-ce que c'est vrai? C'est pas un poisson d'avril?
Bruce Kwasi, je pense que nous sommes dans la période du poisson d'avril. Konaté Karim a débarqué au Maroc. Il est avec l'équipe là-bas. En même temps que Issa Abdoul Karim, le Burkinabé et Aziz. Il n'y a pas de transfert de Konaté Karim en Chine. Konaté Karim encore à la SEC jusqu'à la fin de la saison. Je pense que s'il doit partir à la fin de la saison, ça sera en Europe. Ça ne sera pas en Chine. Pas une destination de Chine. Voilà qui est clair. Je peux te rassurer. Allez, rassure les actionnaires, surtout eux. Allez, la SEC est donc leader, 9 points, devant RS Berkane 7 points, Simba 7 points, US Niger 5 points. Match prévu dimanche à 18h. Temps universel. Je rappelle qu'en cas de match nul, la SEC valide son ticket, mais la SEC également, on peut compter sur un nul entre Simba et US Niger pour valider son ticket, mais le plus important, c'est de faire son nul du côté du Maroc. On reste avec vous, bien sûr, à Séman et Soyo pour parler du championnat local, la Ligue 2 déjà. Tellement intéressante cette Ligue 2 avec l'arrivée de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2, ça suscite beaucoup d'attention, d'attrait, d'engouement autour de la Ligue 2. On a vu l'exemple criard, c'était le match entre le RFC Yamoussoukro et l'équipe d'Africa, terrain archi-compte du côté de Yamoussoukro. Africa Stade, ça drainait du monde, dit combien la Ligue 2 attire. Et la deuxième phase débute. Dans la poule A, on aura Kozap face à l'équipe de l'OFC Adiaké. Adiaké qui surprend, hein. Leader. Espérance face à l'équipe de Benjerville. Ça va pas bien pour l'équipe de Benjerville. Denguele face à la DFK. Et puis mardi, Tanda JCA. Attention à la JCA qui a besoin de se relever. Dernier de cette poule, FC Mouna à JFC. Assément, un mot sur cette équipe de l'OFC Adiaké qui est le surprenant leader avec 28 points devant le COE 22 points et Tanda 22 points. Ben, Brice, comme vous l'avez dit, c'est une surprenante équipe d'Adiaké. Mais il faut le dire que c'est pas aussi surprenant que ça parce que c'est une équipe qui, déjà la saison dernière, a montré quelques certitudes pour la montée. Elle a juste raté quelque peu la montée au niveau de la Super League 2. Mais c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière qui fait que cette saison, ils sont performants dans ce championnat-là. Et je pense que c'est une équipe. Il faut faire très attention, elle est capable d'aller très très loin dans cette saison, voire même monter en première division. Choilio, on suit, c'est vrai, Adiaké est leader, mais attention, la JCA dernière avec Benjerville est dans cette poule. La JCA, ça va très mal pour l'équipe d'Adonangon. Oui, absolument, ça va très mal. Vous savez, quand vous descendez en Ligue 2, il faut faire très attention pour ne pas s'éterniser. Et là, il y a des exemples qui sont là. On a vu des équipes qui ont brillé, qui ont fait les beaux jours de la Ligue 1. Lorsque ces équipes-là ont regagné la Ligue 2, ça a été compliqué, la remontée. Et je pense que là, la JCA est en train de vivre, manger son pain noir. Mais là, ils doivent faire attention parce que là, avec les résultats qu'ils ont, ça devient problématique. Très rapidement, ils doivent relever la tête pour éviter la relégation en Détroit. Vous savez très bien que c'est le club doyen. Ouais. C'est le club doyen. Le plus vieux d'ailleurs. Le plus vieux du football ivoirien. Franchement, ça va être un gâchis parce que ce club-là a animé la Ligue ivoirienne par le passé. Et puis, dans la poule B, c'est ce vendredi déjà, on aura le résultat tout à l'heure à vous donner. Lundi, on a Issiawazi face à l'US Fermier en ce moment, c'est lundi. Mardi, Stade d'Abidjan, RFC à Boisseau. Dans cette poule B, je suis allé un mot dessus. Le Stade a 24 points, l'Africa a 23 points, Zoma a 21 points. Et tout se joue vraiment, tout est encore ouvert. Le Stade et l'Africa, jusqu'à la fin de ce championnat, ça sent cette bagarre entre ces deux clubs en rouge. Oui, ça sent c'est une grosse bagarre, sans oublier aussi Yamoussoukro. Qui est derrière, Zoma FC également, entraîné par Gigi désormais. Zoma FC. Donc là, ça va se jouer entre ces quatre formations. L'Africa, Stade Africa ou Africa Stade, c'est une affiche de Ligue 1, une très belle affiche. Ouais. On a vu le monde d'ailleurs. Oui, on a vu le monde. Donc ça vous dit que rien n'est encore joué. Il faut faire très attention du côté de l'Africa Sport parce que dans cette poule-là, il y a de très belles équipes comme Yamoussoukro, une équipe qui est bien structurée, qui a été rachetée par un gros sponsor. Ouais, aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas faire la publicité, mais aujourd'hui, ils sont en train de bâtir. Il y a les moyens énormes. Ils sont en train de bâtir. Ça s'appelle même plus RFC Yamoussoukro, c'est Yamoussoukro Football Club. Ils sont en train de bâtir un grand club du côté de Yamoussoukro et il faut compter avec cette équipe-là des années à venir. Il y a une académie qui va sortir de terre et il y a un gros boulot qui est fait du côté de Yamoussoukro. Mais faites attention à cette équipe de Yamoussoukro. En tout cas, faites attention à Yamoussoukro. On aborde la Ligue 1 rapidement avec la 15e journée. Ce samedi, Racing Bafing a seulement un choc de haut des tableaux. Racing Bafing. Bien sûr, c'est un choc de haut des tableaux. L'AS Bafing est une équipe qui surprend cette saison. Ils ont une très belle équipe qui a courtoyé un peu la tête du classement avant que le FC San Pedro ne prenne les rênes. Mais je pense que ça sera un match très 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 ouvert, un match où
chaque équipe, les deux équipes qui pratiquent très bon jeu, vont faire du plaisir, vont donner du plaisir au public. Ça sera un match très, très, très disputé. Et je pense que ça sera un match à suivre de très près parce que là ça va pas badiner. Si le match des mal classés, Sol FC face au CO Korogo et puis Asie Afad, ça aussi c'est les mal classés. Ils ont besoin de points, ces 4 équipes-là. Bien sûr, l'Afad, comme Charles le dit, le jour à l'Afad aussi en train de manger son pain. Il faut que cette équipe-là a besoin de prendre des points parce que là, ils sortent de 3 défaites, un match nul, c'est mauvais. Il faut que l'AFAD est une grande équipe qui a marqué ce championnat-là. Je crois que l'AFAD ne peut pas ne pas gagner ce match-là pour essayer de se donner un peu de bol d'air. Face à l'Asie d'Abengro, ça promet également cette affiche. AFAD, c'est quand même une équipe qui nous a fait rêver, qui là est en train de vraiment être en train de broyer le noir, malgré l'arrivée de Ndrick Ofir-Omalik sur le banc de l'AFAD. Là, Dumal Ploma a fait passer son message. Oui, absolument. L'électrochoc n'a pas encore produit d'effet. Parce que là, l'AFAD, c'est quand même 10 défaites, dans cette Ligue 1. Là. Énorme, c'est quand même énorme. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont des chiffres des chiffres de relégables, 9 points. 9 points, je pense que c'est compliqué. Il faut vite relever la tête parce que l'AFAD, quand même, a animé ce championnat-là, nous a fait rêver. Pendant quelques années. Koulibaly Topio qui est encore là. On a eu Boblé Anderson. Etc. Et donc, aujourd'hui, on voit que, en dépit des moyens qui sont mis, l'équipe sportivement n'arrive pas à décoller. Et puis là, c'est vraiment une très mauvaise saison. 14e, dernier de la classe. L'antenne rouge de ce championnat-là, c'est vraiment un pincement au cœur de voir cette équipe-là à la boue. Allez, je rappelle Racing, Bafing demain samedi, Sol FC, au Korogo samedi également. Puis dimanche, un bon match à Asie Afad. Attention à ne pas perdre pour ces deux équipes. FC San Pedro Lys également, c'est une affiche de la côtière. FC San Pedro Lys, c'est des voisins, ça Sandra face à San Pedro. Et puis lundi, on aura Bassam Bouaké FC et SOA Sporting Club de Gaïoura. Ça aussi, ça promet lundi prochain. Pour le rappel, le FC San Pedro, 31 points, est en tête. Bafing, 28 points. Gaïoura est 3e, 27 points. La SEC Kadema Kiarita à 26 points. Et puis 10e, l'Asie, 15 points. CO Korogo, 14 points. 11e, 12e Sol FC, 11 points également. l'USC Bassama, 11 points. Et puis la FAD à 9 points, classé dernier de cette poule. Juste après la pub, on parle d'un autre niveau, d'un grand niveau. On parle de la Coupe du Monde. Salut, passage tous ceux qui nous écrivent, évidemment, sur la page Facebook du Radio Côte d'Ivoire. Matin Palais, Manon Franck, Kwame Badou Sylvain, Kofi Ngata, également Sourabien Nassiro, qui nous écrit. Et puis également Kwame Marius Fodio, Dany Blecro. Messieurs, merci de rester fidèles au programme du Radio Côte d'Ivoire. Je suis allé demander, c'est le grand moment, c'est le grand tirage. C'est la Coupe du Monde aujourd'hui du côté de Doha. Tirage au sort de la Coupe du Monde. On connaît les poules, on connaît les adversaires des Africains, on connaît les 8, c'est 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poules de cette Coupe du Monde. On commence par la poule A. La poule A avec le pays organisateur. Le Qatar reçoit l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Est-ce qu'on peut dire un tirage favorable pour le champion d'Afrique, le Sénégal, en pleine bourre en ce moment? Pays-Bas, Équateur, Qatar, non, honnêtement, je pense que le champion d'Afrique a eu la chance. Parce que quand ils ont invité quand même de gros, c'est vrai, il y a les Pays-Bas, mais il y a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal, les Pays-Bas. Je pense que... Premier match, ça sera face aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, je pense que oui, mais honnêtement, ce Sénégal-là doit pouvoir se sortir d'affaire dans cette poule-là. Parce que là, ils ont été heureux, c'est un tirage heureux pour eux. Quoi qu'on dise, sur le papier, quand tu regardes, ils sont à leur 3e participation à la Coupe du Monde. Meilleure performance dans cette épreuve, c'était ce quart de finale en 2002. La génération El Diouf. Voilà, la génération de Aliou Cissé, de Henri Camara, Papouba Diop, Kaloulou Fatiga. Ils nous ont fait rêver. On se souvient un peu de ce premier match contre le champion en titre, la France. Le Sénégal avait terrassé la France 1-0. Tu te souviens très bien. Ouais. C'était vraiment un match qui restera dans les esprits. Et puis ce Sénégal-là qui avait atteint les quarts de finale. Pour une première participation, les quarts de finale de la Coupe du Monde, je pense que ce Sénégal-là, cette fois-ci, a les moyens de sortir vivant de cette poule-là, quand même. De cette poule. Lorsqu'on voit les hommes, nous sommes avec Paul Amouti, qu'on n'a pas encore. Et lorsqu'on voit évidemment les adversaires, je rappelle Qatar, Équateur, Pays-Bas, premier match des Sénégalais, ça sera face aux Pays-Bas. On écoute rapidement, c'est tout à l'heure même, la réaction des Sénégalais interrogés, même ici au plateau, qui sont confiants concernant la poule des Sénégalais.
Moi, je m'appelle Mokhtar Diallo. Ah, bon, je pense que bien qu'ils vont sortir, à moins ils vont être deuxième de leur poule. Ah non, 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 parce qu'il y a des grandes équipes là-bas. Mais à moins deuxième, c'est possible, bien sûr. Ouais, moi, je me nomme Diouf Mamo. Ouais, la poule du Sénégal, vraiment, ça fait une satisfaction. Voilà, parce que le Sénégal est arrivé actuellement dans le monde entier où vraiment tout le monde ne le pensait pas. Voilà, actuellement aussi, toute l'Afrique, eux tous, ils ont visé sur le Sénégal. Nous aussi, vraiment, on a beaucoup de confiance. On sait que vraiment, cette Coupe du Monde, on espère faire plus qu'une équipe africaine n'a jamais fait. Voilà, parce que d'habitude, les gens disent que non, une équipe africaine ne peut pas remporter la Coupe du Monde. Une équipe africaine n'est jamais arrivée en finale ou en demi-finale. Mais cette fois-ci, on veut faire du jamais vu. Vraiment, c'est notre objectif actuellement. Moi, c'est M. Ba Alassane, je suis sénégalais. Bon, je trouve que c'est bon, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, on a de l'espoir. Et dans cette Coupe du Monde-là, on pense arriver très très loin. Pas demi-finale seulement, mais jusqu'en finale. La confiance affichée des Sénégalais soutenue évidemment par les Ivoiriens. Je rappelle le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Premier match du champion d'Afrique, le Sénégal, ça sera face aux Pays-Bas. Match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Qatar, Équateur, le 22 novembre. On a dans la poule B, je vais le demander, poule B, l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis. Et ça sera soit l'Écosse, l'Ukraine, le Pays de Galles. Mais déjà un groupe favorable quand même pour l'Angleterre. Le vice-champion d'Europe, États-Unis, attention, Iran, et on verra le quatrième qualifié. Oui, absolument. Ils partent avec les faveurs des pronostics, le vice-champion d'Europe, qui récemment a étrié la Côte d'Ivoire 3-0, ça se souvient. 3-0. Le mec s'est tellement renvoyé Baumel à jamais. Ouais. Qui a étrié la Côte d'Ivoire 3-0. Donc c'est une équipe d'Angleterre qui partira avec les faveurs de pronostics dans ce groupe B. Elle a les hommes, Harry Kane, Sterling, c'est un groupe fort quand même. Et on verra ce que ça va donner. Logiquement, l'Angleterre pouvait sortir de cette poule. Dans le groupe C, on retrouve l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique. Apparemment, un groupe très équilibré avec l'expérience désormais de l'Arabie Saoudite. Oui, absolument, c'est un groupe très équilibré. L'Argentine de Messi, l'Arabie Saoudite, la Pologne et puis le Mexique. Très, très compliqué. Quand un duel Mexique-Argentine, ça va. En ouverture d'ailleurs. En ouverture, c'est vraiment une très belle affiche. Donc je pense que c'est une poule assez équilibrée. Et quand on sait que l'Arabie Saoudite est entraînée par quelqu'un qui a de l'expérience, c'est Verena désormais. Oui, Verena. Oui. Ouais, donc parce que là, il a déjà participé, c'est sa deuxième Coupe du Monde. En 2018, en Russie, il était. Avec le Maroc. Avec le Maroc. Là, il est avec l'Arabie Saoudite. Ah, ça promet. On peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets avec Verena, qui est là à la Coupe du Monde. À chaque fois qu'il prend un pays, ça passe. Allez, la France, dans le groupe D, le champion du monde en titre. Avec la France sera avec le Danemark. Attention, la Tunisie, et puis soit le Pérou ou le vainqueur du match Australie et Émirats Arabes Unis. Attention, groupe favorable, on va le dire, pour la France, mais attention au Danemark. Oui, absolument. Ça va se jouer entre les Bleus et les Danois. Ils partent avec la faveur de pronostic et un pays africain dans ce groupe-là. Est-ce que la Tunisie a sa chance là? Écoutez, ça reste le football. Tout est possible. Maintenant, la Tunisie, pour eux, le challenge sera de sortir pour une fois. Parce que c'est la 6e participation à une Coupe du Monde. Ils n'ont jamais franchi le premier tour. Donc là, c'est l'occasion pour eux de sortir vivant de ce groupe D-là, où il y a la France et le Danemark. En tout cas, vraiment, je rappelle France, Danemark, Tunisie et puis soit le Pérou, le vainqueur du match Australie et Émirats Arabes Unis. Et puis dans le groupe E, on retrouve deux grands du monde, Espagne, Allemagne, dans le même groupe avec le Japon et puis le vainqueur du match Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Attention, il y a un gros format, hein. Espagne-Allemagne, ça ressemble à une finale, ça. Oui, c'est une finale, c'est peut-être la finale avant la lettre. Grosse affiche entre deux belles équipes, entre deux gros pays du football mondial, l'Espagne et l'Allemagne. Maintenant, forcément, le Japon qui apprend maintenant. Forcément, l'Espagne et l'Allemagne sont les favoris. Mais attention au Japon, qui depuis un moment est très présent. Absolument, mais l'Espagne et l'Allemagne sont les favoris. En tout cas, maintenant, il faut aussi préciser que les favoris ne gagnent pas toujours. Hein. Ouais. Voilà. Attention, vraiment, Espagne qui face à l'Allemagne et puis Japon, je rappelle le vainqueur, Costa Rica, Nouvelle-Zélande, dans les trois de ce groupe-là. Dans le groupe F, on retrouve un Africain, mais un groupe également, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Pour moi, un groupe favorable quand même pour les Lions de l'Atlas. Je pense que c'est favorable, mais un peu difficile quand même. Parce que quand tu as la Belgique, c'est une très belle équipe. La Croatie, on peut oublier la Croatie. Qui a perdu un peu de son football depuis la finale quand même. La Croatie, puis le Maroc. Maintenant, le Canada est le cendrillon de ce groupe-là. Maintenant, est-ce que le Maroc, qui
qui participent pour la 6e fois à cette compétition. Et leur meilleure performance était en 1986, où ils ont atteint les 8e de finale. Maintenant, là, ils ont sans doute à cœur d'aller un peu plus loin dans cette épreuve-là. On attend de voir parce que ça dépendra du match Maroc-Croatie en ouverture. Parce que s'ils arrivent à avoir raison de la Croatie, je crois que le Maroc se donne des fortes chances de passer ce cap et accéder en 8e de finale. Dans le groupe G, ça c'est un groupe serré. Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun. C'est le groupe de la mort pour les Lions indomptables du Cameroun. Cameroun-Suisse, c'est un gros match. Cameroun-Serbie, c'est un gros match. Cameroun-Brésil, c'est un gros match. Franchement, les Camerounais n'ont pas été gâtés par ce tirage-là. Parce qu'il y a le Brésil, la Serbie, la Suisse et puis le Cameroun. 8e participation pour les Lions indomptables du Cameroun. Meilleure performance, quart de finale en 1990. Depuis lors, on espère que cette génération-là tentera de franchir ce cap-là et puis pourquoi pas disputer pour la première fois une demi-finale de cette Coupe du Monde, mais dans ce groupe G, qui est un groupe vraiment relevé. Brésil, Serbie, Suisse. Les Lions doivent rehausser leur niveau. Que des crânes. Et ça, quelqu'un le disait en aparté avant cette émission. Brice, l'équipe qui était l'équipe africaine souhaitait dans ce groupe, mais c'était le Cameroun, parce que le Cameroun aime ce genre de défis. D'ailleurs, après la qualification, écoutez le message du président de la Fédération camerounaise de football, qui n'a même pas attendu d'arriver à Yaoundé pour lancer ce message aux Lions avant cette Coupe du Monde. Un grand bravo, les gars. Bravo. Je vous ai dit tout à l'heure, le match, il sera long. Il sera long. Je l'ai dit. Il sera long. Et vous avez compris. Vous avez fait le job. Mais moi, je suis un grand rêveur. Je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un job énorme à faire. Et vous, une responsabilité énorme. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? On change notre façon d'aller dans les Coupes du Monde. On la change. D'abord la mentalité, mais ça commence maintenant chez vous. Commencez à anticiper votre Coupe du Monde. Anticipez votre Coupe du Monde mentalement. On n'ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est énorme. Mais ce que vous allez faire en novembre, décembre au Qatar sera beaucoup plus grand. Nos aînés, nos parents nous ont montré le chemin. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a que joué le quart de finale. Vous pouvez. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous. Ils jouent dans les mêmes clubs que vous. Et ils ne sont pas meilleurs que vous. On serait humble. Mais les gars, on va écrire une histoire. Croyez-moi, on va écrire une histoire. Croyez-moi, on va écrire l'histoire, on ne va pas au Qatar en balade. Samuel Eto'o, c'était après la qualification, avant le tirage au sort. Lorsqu'on entend le président de la fédération dire cela aux joueurs camerounais, c'est clair, ce groupe-là, ils se disent, on va, quel que soit l'adversaire, jouer, se battre jusqu'au bout. Absolument, c'est un message qui est fort. Les mots sont forts. Quand il dit qu'on ira au Qatar avec une autre mentalité, on n'ira pas en balade, c'est très fort. Préparez-vous dans vos clubs déjà pour la Coupe du Monde. Déjà, vous jouez avec ces mêmes joueurs dans les mêmes clubs. Maintenant, vous voyez que là, parce qu'on sait que je le disais lors d'une émission il y a quelques jours de cela, la différence avec ces pays africains et les autres pays européens et autres, c'est l'environnement de l'équipe, l'organisation autour de l'équipe. Les pays africains, on se souvient très bien, vous conviendrez avec moi, il y a toujours des problèmes de primes. Il y a un mec qui a des primes dans le sac, il se balade avec ça. Les joueurs qui souvent sont à l'aéroport, ils refusent d'embarquer tant qu'on ne paie pas les primes. C'est trop compliqué, les sélections africaines. Maintenant, Samuel, il tient ce discours-là. Il a été footballeur. Il va tout mettre en œuvre pour ne pas que les Lions puissent revivre. Tu te souviens très bien de l'histoire des primes du Cameroun. C'est récurrent. C'est récurrent. On se souvient en 2006, l'équipe des éperviers du Togo, il y a des problèmes de primes. C'est récurrent avec les pays africains. Donc je pense que c'est ce qui manque, cette organisation-là. Sinon, en termes de qualité, on n'a rien envié à ces nations-là. Mais c'est cette structuration, cette organisation autour de ces équipes-là. Allez, puis dans le groupe H, on retrouve le Ghana qui s'est qualifié de façon extrémiste face au Nigeria. On ne l'attendait pas, mais le Ghana est bien présent. Mais un groupe également compliqué pour le Ghana, Portugal, Corée du Sud et Uruguay. Brice, franchement, quand je vois Ghana-Uruguay, j'ai versé des larmes
au Soccer City. On se rappelle de ce match. Au Soccer City. On était en commentaire d'ailleurs de ce match. Cette faute de main d'un certain Luis Suarez, ce pénalty raté. Je t'ai dit qu'à Johannesburg, on était dans le stade Soccer City. Ouais. Franchement, ce jour-là, j'ai versé des larmes. Parce que ce Ghana-là était à quelques minutes d'une qualification historique. Et pour la première fois, j'ai vu ce stade de Soccer City qui était acquis à la cause du Ghana. Ouais. Quand ce penalty a été raté, j'ai vu tout un stade silencieux. On a versé des larmes ce jour-là. Parce qu'on était tous Black Stars ce jour-là. On rêvait de voir ce pays-là disputer une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc quand je revois ce groupe H avec cet Uruguay-là encore, ça me donne des frissons. Je me rappelle de 2010 à Johannesburg, au Soccer City. Allez, on va voir évidemment les chances des pays africains. On écoute un des consultants, Habib Sanogo, qui jette un regard sur les chances des pays africains. Pour moi, je pense que toutes les équipes africaines, je pense qu'elles peuvent aller loin si on croit en nous. Hein, parce que après tout, le football se joue. Et je pense que cette mentalité de savoir que nous sommes des pays africains, non, je pense qu'il faut bannir. Nous sommes des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, avec nos forces, certainement avec nos faiblesses, mais à un moment donné, il faut passer le cap. Comme a dit Samuel Eto'o à la victoire du Cameroun, il a dit, vous jouez dans le même club que ces gens-là. Il n'y a pas de raison que face à ces équipes-là, vous soyez ridicules. Aujourd'hui, quand vous voyez l'équipe du Brésil, c'est pas Paqueta, Guimarães, c'est pas le gros niveau. Hein. Donc je pense qu'il y a moyen pour passer. Voilà. Aujourd'hui, l'Allemagne définit raisin. Voilà, le Portugal, l'équipe vieillissante. La France, ça tremble un peu. Donc je crois qu'il y a moyen pour l'Afrique de pouvoir passer au moins le cap des quarts de finale cette année. En tout cas, c'est le moins de mal qu'on souhaite aux équipes africaines. Voilà, bonne chance donc à tous ces pays africains. Je rappelle cette info, c'est une info poisson d'avril. Les élections sont prévues pour le 23 avril. Choalio, le Conor, fin du mandat, fin avril, le 30 avril. Ça a été prolongé jusqu'au 30 avril simplement. Donc il n'y a pas de Dame Dao Gabala jusqu'en 2023. Allez, c'était juste un poisson d'avril. Merci de nous avoir suivis. On s'est dit déjà bon week-end et puis surtout n'oubliez pas de suivre les matchs du championnat. Ligue 1, Ligue 2 sur Radio Côte d'Ivoire samedi et dimanche. Et puis nous on se retrouve encore lundi pour un autre numéro de VDS. Allez, le journal dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.